Dire qu'un jugement est revêtu de l'autorité de choses jugées signifie que ce qui a été jugé par le jugement ne peut être remis en cause, ni par la juridiction qui a statué, ni par une autre juridiction, sauf dans le cas d'une voie de recours. Le jugement est donc intangible car il est considéré comme constituant la vérité. Cela implique que ce qui a été jugé ne peut l'être à nouveau, et ce qui a été jugé ne peut être contredit. L'autorité de chose jugée est d'abord opposable aux parties, et rejoint ainsi la force obligatoire et la force exécutoire du jugement. Mais elle est aussi opposable au juge lui-même, en ce qu'elle fait naître une interdiction pour le juge de rejuger le litige. Avant de poursuivre, il convient de préciser le vocabulaire. L'expression d'autorité de chose jugée, examinée ici, doit être différenciée de celle de force de chose jugée. Un jugement rendu en premier ressort est revêtu de l'autorité de chose jugée dès sa lecture. Cela signifie qu'il ne peut être remis en cause par aucune juridiction, excepté par les juges, devant lesquels le jugement peut être contesté par la voie de l'appel ou par le pourvoi en cassation. En revanche, la force de chose jugée apparaît lorsque le jugement devient définitif, soit après l'expiration du délai d'appel contre le jugement, soit si un appel a été intenté, après le rejet de cet appel. Le fait que le jugement passe en force de chose jugée signifie seulement que l'exception qui pouvait être apportée à l'autorité de chose jugée par l'appel a disparu. Autre précision importante, l'autorité de chose jugée n'existe que pour les jugements rendus au principal. En revanche, les ordonnances rendues par les juges des référés statuant en urgence sont rendues à titre provisoire et peuvent être modifiées. Elles ne sont donc pas dotées de l'autorité de chose jugée, le Conseil d'État l'a affirmé dans un arrêt du 12 mai 2004, commune de Rogerville. Mais elles ont bien une force obligatoire et exécutoire. Le Conseil d'État l'a rappelé dans un arrêt du 5 novembre 2003, Association, Convention Vie et Nature pour une écologie radicale. Il en va de même pour les ordonnances par lesquelles le président d'une juridiction administrative transmet un dossier à une autre juridiction administrative qu'il estime compétente. Cette absence d'autorité de chose jugée a été affirmée par le Conseil d'État le 24 juin 2002 dans un arrêt opaque Saône-et-Loire. En revanche, les ordonnances rendues dans le cadre de la procédure de tri sont revêtues quant à elles de l'autorité de chose jugée. Venons-en maintenant à l'étude détaillée de ce caractère. Il faut préciser le champ de cette autorité de chose jugée, puis sa portée. Premier paragraphe, le champ de l'autorité de chose jugée. Il s'agit ici de déterminer à quoi s'attache l'autorité de chose jugée. En d'autres termes, dans le jugement rendu, qu'est-ce qui s'impose comme étant la vérité ? Le juge administratif précise fréquemment que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif, mais aussi au motif qui en constitue le soutien nécessaire. Le Conseil d'État l'a par exemple affirmé dans un arrêt du 9 juin 1989, l'arrêt Dufal. Ainsi, l'autorité de chose jugée ne se limite pas à la solution donnée au litige. Elle s'étend à la motivation du juge. Mais au sein de cette motivation, seuls les motifs décisifs qui fondent la décision sont revêtus de l'autorité de chose jugée. Toutefois, cette extension de l'autorité de chose jugée aux motifs décisifs doit être délimitée. En effet, ces motifs décisifs n'ont pas d'autorité propre en réalité. Leur autorité est indissociable du dispositif auquel ils se rattachent. Par exemple, si le juge annule un acte administratif individuel, au motif qu'il est pris sur la base d'un acte administratif réglementaire illégal, l'autorité de chose jugée couvre l'annulation de l'acte individuel, qui correspond au dispositif, et à l'illégalité de l'acte réglementaire, qui correspond au motif. Cependant, l'appréciation de l'illégalité de cet acte réglementaire n'a pas d'autorité autonome.
Un juge saisi d'un autre acte administratif, pris sur le fondement du même acte réglementaire, doit donc à son tour se prononcer sur la légalité de l'acte, et il n'est pas tenu par l'appréciation faite par le premier juge. Venons-en à la portée de l'autorité de chose jugée. Donc, deuxième paragraphe, la portée de l'autorité de chose jugée. Il s'agit ici de déterminer vis-à-vis de qui joue l'autorité de chose jugée. On distingue à ce titre l'autorité relative et l'autorité absolue de chose jugée. L'autorité absolue de chose jugée signifie que la chose jugée doit être tenue pour la vérité universelle. Nul ne peut ignorer ou contredire ce qui a été jugé. Ainsi, le jugement doit être respecté par quiconque. Compte tenu de son importance, la méconnaissance de l'autorité absolue de chose jugée constitue un moyen d'ordre public. Le Conseil d'État l'a affirmé dans un arrêt du 28 juillet 2000, l'arrêt commune de Port-Vendre. L'autorité relative de chose jugée, quant à elle, ne se manifeste qu'à l'égard des parties au litige. Les tiers au litige ne sont pas tenus par ce qui a été jugé. L'autorité relative de chose jugée ne se manifeste en revanche qu'à l'égard des parties au litige. Les tiers au litige ne sont pas tenus par ce qui a été jugé. L'autorité relative ne vaut donc pas à l'égard de tous. La question est alors de savoir dans quel cas cette autorité relative est opposable. Pour délimiter son périmètre, il faut se référer aux conditions énoncées à l'article 1351 du Code civil. Il en ressort que l'opposabilité de la chose jugée est subordonnée à une triple identité entre l'affaire tranchée et l'affaire en cours. D'abord une identité de partie, cela signifie que les deux litiges doivent mettre en cause les mêmes personnes en qualité de partie, peu importe en revanche qu'elles soient demandeurs ou défendeurs. Deuxième identité, identité d'objet. Les deux litiges doivent demander la même chose au juge. Par exemple, l'annulation de tel acte, la condamnation à des dommages et intérêts. Et la troisième identité, c'est une identité de cause. Les deux litiges doivent soulever la même cause juridique. Par exemple, en matière de responsabilité, il existe deux causes juridiques distinctes, responsabilité pour faute, responsabilité sans faute. Si le requérant a intenté une action fondée sur la responsabilité pour faute, et que son action est rejetée, il ne pourra pas intenter une autre action fondée sur cette même cause juridique, même s'il invoque une autre faute. En revanche, il pourrait intenter une autre action fondée cette fois sur la responsabilité sans faute. Ces trois identités sont cumulatives. Si l'une d'elles fait défaut, l'autorité de chose jugée par le premier jugement ne pourra pas être opposée à la procédure en cours. Le Conseil d'État l'a affirmé dans un arrêt du 17 décembre 2003, l'arrêt Pierlot. Enfin, l'opposabilité de l'autorité relative de chose jugée ne peut être faite d'office par le juge. Elle est aux mains des parties qui peuvent décider de ne pas l'invoquer. Si tel est le cas, le litige sera donc à nouveau tranché. Ces deux types d'autorité de chose jugée étant définis, quand les rencontre-t-on en contentieux administratif? Le principe est celui de l'autorité relative de chose jugée. Les jugements rendus par le juge administratif ne sont en principe revêtus que d'une autorité relative de chose jugée. Tel est le cas dans le contentieux de la responsabilité ou encore dans le contentieux contractuel. Ce n'est donc que par exception que l'autorité absolue de chose jugée trouve à s'appliquer. Plusieurs hypothèses peuvent être citées. La première, qui correspond à l'hypothèse principale, concerne les jugements prononçant l'annulation d'un acte administratif unilatéral dans le cadre d'un REP. On a déjà dit que l'annulation est rétroactive et erga omnes, c'est-à-dire qu'elle vaut à l'égard de tous. Elle est donc revêtue de l'autorité absolue de chose jugée. Le rejet d'un REP, en revanche, n'a qu'une autorité relative. Le rejet ne vaut qu'à l'égard du requérant. Le Conseil d'État l'a redit dans un arrêt du 21 février 1997, l'arrêt Guerlain. Par conséquent, la décision rendue sur ce REP n'empêche pas l'exercice d'un nouveau REP par un autre requérant.
Elle n'empêche d'ailleurs pas le premier requérant de faire un nouveau recours pour excès de pouvoir également, si les conditions de recevabilité le permettent, à condition toutefois qu'il se place sur des moyens de légalité qui relèvent d'une autre cause juridique que celle de sa première requête. À défaut, il y aurait identité de partie, d'objet et de cause, si bien que l'autorité relative pourrait être opposée. Il n'y a aussi qu'autorité relative de choses jugées pour les déclarations d'illégalité prononcées dans le cadre des recours en appréciation d'égalité. Le Conseil d'État l'a affirmé le 10 octobre 2011 dans un arrêt Commune de Ramatuelle. La deuxième hypothèse d'autorité absolue de choses jugées concerne le recours de pleine juridiction objectif, qui pose lui aussi des questions de légalité. Ainsi, les décisions d'annulation ou de réformation rendues par le juge administratif dans le contentieux électoral, par exemple, sont revêtues de l'autorité absolue de choses jugées. Tel est aussi le cas des décisions d'octroi de la qualité de réfugié par les jugements rendus par la Cour nationale du droit d'asile. Enfin, l'autorité absolue de choses jugées est présente dans certains contentieux répressifs. C'est le cas des jugements rendus à propos de contraventions de grande voirie.